Bienvenue sur Géopolitis. Les frontières, on croyait que c'était un concept du passé et une réalité dépassée. Et voilà que de plus en plus, en ce début du XXIe siècle, on enregistre un retour de ces frontières physiques, matérielles, qui représentent autant de séparations politiques, économiques, ethniques et même religieuses. Le problème avec les frontières, c'est qu'elles peuvent tout aussi bien fragmenter les sociétés et partager les peuples que les rassembler et les préserver. En fait, nous avons tous évolué avec une idée préconçue, à savoir qu'avec la mondialisation, la globalisation et la libre circulation des hommes, des idées et des marchandises, les frontières allaient inéluctablement disparaître. Or, depuis le début de l'année 2000, donc depuis 15 ans, les géographes estiment que l'homme a construit quelques 26 000 kilomètres de frontières supplémentaires. Décidément, depuis l'an 843, lorsque, par le traité de Verdun, on avait délimité les 3 territoires dévolus aux 3 héritiers du grand Charlemagne, qui était leur grand-père, on a toujours voulu délimiter pour mieux les contrôler, ses propres territoires et aussi et surtout ceux des autres. Géopolitis se penche sur ces frontières qui, a priori, n'ont plus de limites. Dans un ouvrage remarqué, le philosophe et écrivain Régis Debray faisait, c'était le titre de son livre, « L'éloge de la frontière ». La frontière, écrivait-il, c'est d'abord une affaire intellectuelle et morale. Et il est vrai qu'ici et là, dans l'actualité, au quotidien, ce retour aux frontières, cette réintroduction de marqueurs d'espace, comme on dit, est souvent la revendication nostalgique d'un espace, le sien, dont on affirme qu'il était avant mieux délimité et donc mieux protégé. En revanche, pour certains autres, le recours à des frontières rematérialisées, eh bien, c'est tout simplement le retour au nationalisme ou au protectionnisme. La réalité de ce siècle, c'est que l'on construit un peu partout dans le monde des séparations. Alors on a le choix entre le mur, le béton, la barrière métallique, le fil de fer barbelé, le fossé rempli de pièges ou encore la zone minée. Exemple, l'Arabie Saoudite et l'Irak, avec les djihadistes du pseudo-État islamique prêts à déferler sur le royaume wahhabite, eh bien c'est une clôture high-tech, surveillance permanente par hélicoptère, par vidéo, radar de détection, le tout sur 800 km lorsque les travaux seront achevés. Voilà pour cette frontière. Encore un mot, plutôt 3 mots. Dans la langue anglaise, il y a 3 mots pour définir ce qu'en français on qualifie de frontière. Il y a le vocable « boundary » qui a trait à la ligne frontière. Il y a le concept de « frontier » au sens politique et civique de la nouvelle frontière, cher à Kennedy. Et puis, il y a le « border », terminologie qui définit et délimite l'espace frontalier. On le voit, le concept même de frontière est complexe. On n'en a pas fini avec le bon vieux leitmotiv des douaniers de notre enfance. Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer ? C'est la plus longue de toutes les frontières terrestres, 8893 km en 2 morceaux, 6400 pour la frontière qui sépare le nord des États-Unis du sud du voisin canadien, sans oublier un tronçon de 2400 km bien plus au nord, entre le Canada et l'Alaska. La frontière la plus problématique pendant des décennies fut celle entre la Russie et la Chine, frontière en 2 morceaux, 4250 km de part et d'autre de la Mongolie. L'Argentine et le Chili se côtoient pour leur part sur 5150 km. Toutes ces frontières sont désormais réputées calmes, surveillées certes, mais a priori paisibles. En tout cas, elles ne font pas l'objet de contestation. Il en existe une autre dont la valeur géopolitique a depuis longtemps cédé le pas à une inestimable valeur historique et architecturale. Il s'agit de la muraille de Chine, édifiée à partir de l'an 700 avant Jésus-Christ et achevée sur une période de presque 2 millénaires. À signaler que ce mur de 6700 km de long, si l'on additionne tous les tronçons, avait déjà à l'époque des valeurs et des justifications tant militaires qu'anti-migratoires. C'était le 9 novembre 1989, un mur tombait, pas n'importe lequel, celui qui symbolisait la confrontation entre l'Est et l'Ouest, le mur de Berlin.
élevé en 1962, ce mur de la honte séparait Berlin sur 150 km. 239 personnes avaient trouvé la mort en tentant de le franchir. L'histoire retiendra que cette frontière entièrement décidée, construite et défendue par l'homme et qui aura eu une existence de très exactement 10 315 jours, s'est décomposée en quelques heures sans que nul n'ait anticipé l'événement et la portée considérable qu'il devait avoir par la suite, la chute de l'URSS et la réunification de l'Allemagne. Beaucoup plus discrètement, c'est la ligne verte de Chypre qui s'est à présent délitée à Nicosie, une frontière infranchissable pendant 35 ans séparant la partie turque de la partie grecque de l'île. Enfin, à une époque où de nombreuses capitales demandent que l'on revienne sur les dispositions de l'accord de Schengen, on ne peut oublier celles des frontières qui sont tombées, par exemple en Slovénie, lorsque ce pays a rejoint précisément l'espace Schengen. Chaque année, explique Washington, environ 300 000 Mexicains et Sud-Américains pénètrent clandestinement aux États-Unis. Trop, c'est trop, font valoir ceux qui soutiennent la construction de ce mur anti-immigration de quelques 3100 km de long. Inutile, injuste et humiliant, répondent ceux qui rappellent que l'Amérique compte plus de 10 millions de travailleurs illégaux et que l'économie ne s'en porte pas plus mal. Autre cas emblématique entre Israël et les territoires palestiniens, en la circonstance, faisons très attention à la terminologie. Les Israéliens disent qu'il a bien fallu construire une clôture antiterroriste, une barrière de sécurité, laquelle peut avoir une certaine justification dans la mesure où elle semble jusqu'ici avoir empêché le retour aux attentats. Mais pour les Palestiniens, dont des milliers de citoyens se trouvent coupés du monde, c'est le mur de la honte qui fera 709 km de long une fois achevé. Pour l'ONU, c'est une construction illégale qu'il convient de démanteler. Enfin, toujours en construction, l'un des murs les plus longs, ce sera celui entre l'Inde et le Bangladesh, 4053 km avec déjà près de 3000 km construits, avec une double clôture hérissée de fils de fer barbelés et même un poste de garde tous les 110 mètres. L'invité de Géopolitis, Jean-Marc Wissou, qui est co-organisateur du Festival de géopolitique de Grenoble, dont le thème cette année, précisément, c'est « À quoi servent les frontières ?» J'ai envie de vous poser la question, compte tenu d'ailleurs de tous les travaux préparatoires que vous avez faits, que vous avez effectués. À quoi elles servent les frontières aujourd'hui ? Alors, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre simplement et de manière universelle, mais on peut savoir à quoi elles devraient servir si on le posait aux gens et si on leur posait la question. En tout cas, on a un sondage sur la population française qui vaut ce qu'il vaut, mais qui nous donne quelques indices et aussi des choses un peu surprenantes parce que incontestablement, il y a une demande de réactivation d'un certain nombre de barrières à l'entrée du territoire, mais précisément pas des fermetures, plutôt des filtres, plutôt des moyens de choisir ceux qui franchissent ces espaces. Et ce qui est intéressant en second lieu aussi, c'est que pour les Français, pour une majorité d'entre eux, pas tous, la barrière, ou en tout cas le filtre pertinent, c'est pas celui de l'Hexagone, c'est l'Union européenne. L'espace européen comme un espace ouvert, mais différencié du reste du monde, semble être acquis pour une majorité de gens. Alors c'est intéressant ce que vous dites sur la notion de filtre, c'est-à-dire on ne veut pas de blocage, mais on veut quand même être protégé d'une manière presque scientifique. Voilà, l'ouverture est aussi quelque chose que tout le monde juge ou à peu près bénéfique dans l'ensemble. Il y a certains phénomènes néfastes, mais surtout, ça ne doit pas correspondre dans la part des gens à un abandon de souveraineté, à un abandon de choix politiques, à un abandon sans doute aussi de mode de vie, au profit d'une espèce d'anomie qui se répandrait à travers le monde sans contrôle et sans que les choix soient faits de manière... On a peur, sans frontières, sans barrières, sans limites ? On a peur et surtout on a du mal à exister. Si on n'a pas d'autre, on ne peut pas être soi. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve à certains moments dans la façon dont le vocabulaire autour de la frontière se matérialise, enfin comment il se manifeste. Encore une fois, il ne s'agit pas tellement d'antagonisme, il ne s'agit pas tellement de peur-panique, il y en a, mais il y en a peu. Mais il s'agit certains pays ont peur d'être attaqués, tout simplement. Bien sûr. C'est pour ça qu'ils rétablissent leurs frontières.
Bien sûr, alors il y a des frontières dont on peut tout à fait comprendre qu'elles seraient actives. Les frontières entre zones de guerre et zones encore en paix dans leur voisinage, des frontières, disons, sur lesquelles peuvent se poser un certain nombre de problèmes de sécurité, où, disons, les revendications des uns et des autres ne sont pas forcément claires et où l'un va vouloir imposer, en matérialisant la frontière, un accord. Il faut savoir que la frontière, la plupart du temps, c'est pas une séparation, c'est un contrat. C'est un contrat entre les deux pays, les deux entités politiques qui l'abordent. Et la plupart du temps, la frontière organise l'espace beaucoup plus qu'elle ne le divise. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en ce moment, ces contrats dont vous parlez, on en doute. On doute de la crédibilité, de la durabilité. Et c'est pour ça qu'on veut rétablir les frontières. Alors, on en doute. Et surtout, on veut reprendre la main sur la négociation du contrat et ne pas avoir un espèce de contrat universel qui soit le même pour tous, sur lequel les peuples n'auraient rien à dire, sous prétexte qu'il serait basé sur des lois universelles. On veut quelque chose de personnalisé, en fait. C'est ça, on veut pouvoir faire les choix. L'Écosse a été un très très bon exemple par rapport à ça. On n'avait pas du tout un référendum d'indépendance nationaliste. Il ne s'agissait pas de dire que les Anglais étaient méchants et les Écossais étaient gentils. Il s'agissait de dire que l'Écosse avait le droit de choisir son modèle social, son modèle économique, indépendamment de l'Angleterre et du Pays de Galles, avec un certain nombre de conséquences politiques. Mais il ne s'agissait pas du tout d'un rejet de l'autre, simplement de l'affirmation du droit à faire un choix. Est-ce qu'il y a, dans le monde contemporain, une remise en cause des frontières? Là, il ne s'agit pas seulement de les rétablir, mais de remettre en cause le tracé de ces frontières. C'est ce qu'on voit, par exemple, en Afrique, pas mal. Oui, alors il y a une remise en cause, principalement là où ces frontières ont été le produit de la colonisation et de l'organisation du monde dans les années entre 1945, et 1973, donc la période de décolonisation. Les frontières qu'on a tracées, que ce soit en Afrique, en Asie du Sud, au Moyen-Orient, dans un certain nombre de pays d'Amérique latine, sont des frontières qui reposent sur des rationalités du colonisateur, mais qui se sont superposées à d'autres frontières anciennes, regroupant des espaces qui étaient bien intégrés économiquement, culturellement, politiquement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ressurgir dans certaines régions ces anciens espaces à travers des mouvements politiques, comme par exemple Boko Haram. Boko Haram se situe sur plusieurs pays, le Niger, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad. Qui se situe sur plusieurs pays. C'est une réappropriation quand même des frontières. Voilà, alors ça se situe sur plusieurs pays si on considère que le découpage légitime est celui des Nations Unies. Ça se situe quasiment sur un seul, si on prend comme référence le califat Sokoto établi au début du 19e siècle dans cette partie de l'Afrique, et il y a une relative similitude entre la majeure partie du califat Sokoto et la sphère d'activité de Boko Haram, ce qui est assez intéressant, parce que c'est une résurgence, en définitive. Mais alors, que se passe-t-il si maintenant on remet en cause ce principe intangible des frontières? Si les frontières peuvent être violées impunément, c'est l'ordre mondial qui est changé quand même. Oui, et ces frontières, elles sont la manifestation de l'ordre mondial occidental. C'est plus ou moins. Plus ou moins. Oui. Et c'est d'ailleurs en partie pour ça, là-dessus, que se légitime un certain nombre de mouvements qui les contestent aussi aujourd'hui. Alors, l'intangibilité des frontières, c'est un principe qui a été édicté parce qu'on partait du principe que la frontière était une ligne de front entre un certain nombre de pays et que si et que si on se mettait à la contester, on allait avoir des conflits. Mais finalement, en les figeant dans des logiques qui ne correspondaient pas nécessairement aux pratiques et aux solidarités des populations locales, eh bien, on a empêché la résolution d'un certain nombre de tensions qui, aujourd'hui, avec l'affaiblissement de la gouvernance internationale comme agent de maintien de l'ordre, de cet ordre des frontières, eh bien, finalement, aboutit à des conflits qui auraient pu être évités si on avait pu ouvrir la négociation. Et peut-être qu'en bloquant la négociation à cause d'un principe, on s'est préparé à avoir les conflits qu'on va ressurgir aujourd'hui. De beaux débats et très actuels sur ces notions de frontières qui vont nourrir le festival de géopolitique de Grenoble. Donc vous êtes, Jean-Marc Huissou, le co-organisateur. Merci à vous. Ça a commencé avec Médecins sans frontières, MSF. L'idée, précisément, était de travailler dans l'humanitaire sans tenir compte des frontières physiques, politiques et encore moins des frontières ethniques, raciales, voire idéologiques. La devise est devenue un sigle, un symbole mondialement connu et respecté, auquel sont venus par la suite se greffer nombre d'organisations soucieuses, elles aussi, de dépasser, dans leur domaine de compétences, les clivages traditionnels. Sont donc arrivés sur le terrain des mouvements comme Pharmaciens sans frontières ou Vétérinaires sans frontières ou encore des organismes d'échange d'étudiants comme Vivre sans frontières. Et puis, il y a eu Reporters sans frontières, RSF, qui a essaimé un peu partout dans le monde et qui entend assurer la liaison par-dessus les frontières entre une presse qui se veut libre et une autre
qui se sait opprimé. Défense de l'écrit, de l'oral, de la photo, du réseau social, bref, de la liberté d'expression dans le monde. Car là aussi, ces mêmes frontières qui avaient tendance à s'estomper reviennent en force. Un seul mouvement n'a pas encore émergé qui concerne ceux-là même qui surveillent les frontières. C'est vrai ça, à Caen, douaniers sans frontières. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos questions et commentaires sur cette édition de Géopolitis, des séquences vidéo, de l'infographie, des sites internet, des archives, les possibilités de podcaster cette émission de la RTS. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.